Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler aujourd'hui d'abord des précommandes, même si c'est majoritairement pour les Résidorus, c'est des trucs qui moi vont beaucoup m'intéresser à précommander. On va parler aussi du power creep, de l'augmentation du niveau de puissance qu'on a sur cette fin de 10e édition, parce que Games Workshop a plutôt bien tenu la barque pendant quasiment toute la 10e édition, à quelques exceptions, mais là on voit que sur la fin, ça se relâche quand même pas mal sur le niveau de puissance et ce qui sort. On discutera un peu de pourquoi et de est-ce que c'est vraiment un problème sur le long terme, et puis on terminera évidemment avec ce que j'ai peint. Alors, au niveau des précommandes, on a pas vraiment de trucs pour Warhammer 40 000, on a surtout des choses pour les Résidorus. On a ce magnifique Angron transfiguré, donc Angron démon, en gros, en première itération de Angron en Primarque démon, donc après qu'il ait été sauvé par Lorgar, alors qu'il allait probablement mourir de l'implantation des clous du boucher dans sa tête. La figurine est assez folle, je la trouve moi personnellement plutôt beaucoup plus classe que celle qu'on a à Warhammer 40 000. On a une espèce de look presque vampirique, je trouve, sur cette figurine, avec du coup plus de traces de son armure. Il est toujours méga musclé, c'est toujours une espèce de méga brute, mais on a des ailes vachement plus fines, plus un peu limite dragon, chauve-souris, qui sont super classe. On a un niveau de détail qui, comme d'hab, est assez ouf sur les figurines de l'Hérésidorus, surtout sur ces grosses pièces centrales. Alors majoritairement c'est de la résine, ça c'est un problème, enfin c'est pas majoritairement, c'est d'ailleurs entièrement de la résine, donc ça évidemment c'est un autre problème, parce que pour arriver au résultat que eux ils ont là, il faut d'abord avoir une figurine qui a été moulée proprement, ce qui parfois avec les trucs en résine Forge World est pas toujours incroyable. Et puis surtout, il y a beaucoup de nettoyage, puisque vous allez avoir du flash, des espèces de fines pellicules de résine, un peu partout, dans tous les pics, dans tous les machins, ça va être une angoisse à nettoyer, je pense. L'avantage, c'est que Forge World, en général, quand vous avez une pièce qui est mal moulée ou qui est un peu pourrie, vous pouvez leur renvoyer et ils sont très réactifs et ils répondent très vite. Ça reste quand même pas le matériau que je préfère, ça se colle à la super glue ou à l'époxy, la résine ou le green stuff pour combler certains trous dans l'assemblage. Bref, c'est souvent un sacré projet de modélisme, d'ailleurs ils le disent, ils précisent bien que c'est recommandé pour les hobbyistes expérimentés, parce que si tout ce que vous connaissez c'est les figurines monoposes qui se clipsent, c'est sûr que c'est pas tout à fait le même niveau de difficulté en assemblage. Maintenant la figurine est incroyable. Perso, si je jouais à World Eaters, je verrais probablement plutôt pour jouer celle-ci que la figurine officielle de Warhammer 40 000, parce que je trouve qu'elle a juste beaucoup plus de swag, beaucoup plus de gueule. Elle est vraiment, vraiment très très classe. J'aime beaucoup, et on a toujours ces espèces de mini dioramas qui sont toujours très très cool aussi, donc vraiment au top. Vous avez aussi Lothar Assarin, si vous ne le savez pas, c'est un personnage important de l'Hérésidorus, c'est celle qui contrôle, qui dirige, qui pilote, enfin c'est la capitaine du vaisseau principal d'Angron et des World Eaters, qui a un arc narratif assez ouf aussi sur les Résidorus. Donc bon, après la figurine en elle-même, c'est un capitaine de vaisseau avec une épée, il n'y a rien d'hallucinant, mais c'est un personnage important. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est ce groupe de combat Skitarii, où vous allez retrouver 16 Skitarii de l'Hérésidorus, un Marshal Skitarii, donc le capitaine entre guillemets Skitarii, et ce drone Vultarax. Tout ça c'est en plastique, donc ça déjà c'est excellent, parce que les trucs de l'Hérésidorus, du Mechanicum, c'était surtout de la résine, et donc maintenant qu'on a la majorité de la gamme en plastique, on est quand même très content. Et surtout, c'est des Skitarii qui ont une gueule de ouf. Quand on les compare à ceux de 40 000 qui sont ni plus ni moins que des humains avec des membres bioniques qui sont des membres très humains finalement. C'est un bras normal avec une main normale, c'est des jambes normales, sauf que c'est du métal au lieu d'être de la chair. Là, ils ont des espèces de patounes un peu animales avec l'articulation dans le mauvais sens par rapport à des jambes humaines. Ils ont des tronches un peu chelous, ils ont ces espèces de manteaux un peu déchiquetés qui sont vraiment classe. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ces figurines, vraiment quand vous regardez, là encore le niveau de détail, c'est du plastique, est quand même assez dingo, et puis il y a un look humanoïde, mais tordu, plus bizarre, et moi c'est ça qui me plaît dans le Mechanicum, c'est vraiment les trucs chelous, foireux, et étranges, et ésotériques, et je trouve qu'à l'Hérésidorus on retrouve beaucoup plus ce look-là, même le drone il est un peu répugnant, avec ces espèces de quasi-tentacules, des trucs un peu bizarres partout, des câbles dans tous les sens, on sent que c'est une espèce de machine chelou, et ça j'aime bien, donc vraiment je trouve que là ils ont fait un super boulot, et donc évidemment ça ira dans les précommandes direct pour mon armée de l'Hérésidorus, avec laquelle j'ai toujours pas joué, mais je commence à avoir assez de trucs peints pour commencer à me poser la question.
Évidemment, ça vient avec ce petit journal Tactica de l'Hérésidorus. Alors ça, moi, je commence à trouver le système. J'étais assez content au début, justement, d'avoir ces mises à jour régulières. Maintenant, ça crée quand même des problèmes. Déjà, c'est très cher pour ce qu'il y a dedans, hein. C'est 48 pages et vous payez ça, je crois que c'est plus d'une vingtaine d'euros. Donc c'est quand même vraiment cher pour ce qu'il y a dedans. C'est des petits trucs un peu... Enfin, avec des feuillets, c'est pas cartonné, hein, c'est pas comme un codex. Vous avez souvent des trucs intéressants dedans. Mais le problème, c'est que là, maintenant, pour jouer le Mechanicus, eh bien, il va falloir le Liber Mechanicum, le livre de règles standard de l'Hérésidorus, plus ce journal Tactica ici, plus potentiellement deux futurs journaux dans lesquels il y aurait les règles pour les espèces de myrmidons aussi, qui a priori sont pas inclus dedans, et donc du coup, bah, pour vous pouvoir jouer les myrmidons et avoir leurs règles, il faudra aussi ce petit bouquin en plus. Donc bon, évidemment, on trouvera les règles en ligne sans trop se poser de questions, mais globalement, si vous voulez avoir toutes les règles de toute votre armée dans un format papier de Games Workshop, il va falloir commencer à acheter 5-6 bouquins différents petit à petit, et ça commence à faire beaucoup, et c'est pas pratique, et c'est pas simple. Donc c'est vrai que le système d'extension est pas idiot, parce que ça rajoute des nouvelles règles, des nouveaux modes de jeu, des trucs intéressants, mais à côté, c'est vrai que c'est vraiment pas pratique du tout. Donc encore un point pour l'évolution des règles en full digital, full gratuit, avec un système d'abonnement s'ils veulent, un système de déverrouillage dans l'appli pour moins cher que le bouquin, mais quand on fonctionne sur ce système-là, c'est quand même vraiment compliqué. D'autant plus que à l'Hérésie, vous n'avez pas d'appli officielle de Games Workshop, et donc quand vous faites votre liste, que vous devez jouer sur la table et que vous n'avez pas utilisé une appli non officielle, ça commence à être compliqué. Et vous avez aussi des commandes pour le Vieux Monde, pour Old World, donc c'est des kits un peu classiques de Chevalier du Chaos. Alors moi, c'est pas des kits pour lesquels j'ai une nostalgie phénoménale, même si je les ai vus sur table à l'époque quand j'étais môme, mais voilà, on est vraiment purement dans ces proportions de l'époque, pour lequel moi je n'ai pas de nostalgie. C'est des mecs ultra trapus, des proportions bizarres, bon, on peut l'expliquer par la corruption du chaos, mais ça reste vraiment des filles avec lesquelles moi perso j'ai du mal. À part, effectivement, tout ce qui est un peu bestiole, là, ces espèces de loups, de chiens du chaos, là, c'est pas trop mal, mais bon. Bref, c'est pas mon truc. Vous avez aussi la capacité de précommander ce samedi les figurines commémoratives, donc ce croûte et ce chevalier, plutôt comme projet de peinture et de hobbyiste, parce qu'il n'y a pas forcément... Vous pouvez toujours inclure le croûte dans une unité de croûte ou le jouer comme un mentor. Celui-là, j'imagine que vous pouvez le sortir à Age of Sigmar ou même Old World, ou l'utiliser comme base de conversion, donc c'est toujours sympatoche. Et puis voilà, donc rien de spécifique pour Warhammer 40 000, on vient d'avoir la précommande de tout le truc de campagne. Alors, j'ai hésité longuement, j'ai vu en fin de journée samedi qu'il en restait, donc j'en ai précommandé un, le petit package là, juste parce que j'aime bien avoir les bouquins, parce que je suis un peu pigeon avec ça, même si on a déjà toutes les règles dispo partout sur internet, et ça a même été donné à des influenceurs de choix avant même que ça soit en précommande. Donc là, vraiment, pour le coup, vous aviez aucune obligation d'acheter ça directement, mais moi j'aime bien avoir les petits bouquins, donc j'en ai profité, et j'ai chopé ça. Bref, on verra sur les semaines à venir. Normalement, on a un live qui arrive ce vendredi, je crois, c'est le 16, où on aura du coup des previews de ce qui arrive pour la suite de la campagne des 500 mondes, donc j'imagine qu'ils nous montreront Huron, ses gardes du corps, et puis peut-être les choses qu'on a déjà commencé à voir en preview pour les Votan, ce personnage berserk, pour les Tau, ces deux commandeurs qui sont ultra classe. Voilà, il y a quelques trucs, il y a un personnage tyrannide aussi qui arrive, qui a pas l'air d'être un personnage épique pour le coup, juste une espèce de tyrannide prime à pied. Peut-être qu'on aura plus de choses liées à ça aussi. Moi, ma prédiction, c'est qu'on aura un livre de campagne qui va être Votan contre Tyrannide, un livre de campagne qui va être Tau contre Chaos. Je pense qu'on va être à peu près dans ces eaux-là, ou alors ça sera Tau, Tyrannide et Votan Chaos, mais j'ai l'impression qu'ils prennent une faction, entre guillemets, gentille et contre une faction méchante, et donc j'imagine qu'ils feront des apériements comme ça. Et après, ça sera tout ce qu'ils nous ont montré. Donc je ne sais pas si pour cette campagne des 500 mondes, on aura d'autres choses derrière. Est-ce qu'on aura d'autres armées qui seront affectées, ou c'est seulement les choses qu'ils nous ont déjà montrées en termes de figurines, et ce sera ces armées-là et rien d'autre. On verra bien dans le futur. Maintenant, de toute façon, après, on aura une 11e édition qui arrivera quasiment juste après la fin de cette campagne des 500 mondes, probablement juin ou juillet 2026. Et donc à ce moment-là, on aura des choses pour tout le monde. Bon, maintenant, je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui était power creep. Alors power creep, quand on dit ça, ça veut juste dire une augmentation du niveau de puissance, où tout ce qui sort est clairement au-dessus en termes de puissance, ou nettement moins cher en points que des équivalents pour d'autres armées.
Je trouve que sur la 10e édition, Games Workshop a eu une ligne qui était globalement plutôt propre. En début d'édition, on a vu des armes avec des forces pas trop élevées, relativement peu de relance, relativement peu d'aura, des petits bonus par-ci par-là, des stratagèmes qui avaient plusieurs conditions pour vraiment bien fonctionner. On n'avait pas des PA méga élevés sur les armes. Voilà. On sent qu'ils avaient envie de faire un jeu un petit peu plus maîtrisé, un petit peu plus réfléchi, où tous les bonus n'étaient pas donnés automatiquement. Et puis petit à petit, on a vu que les gens réagissaient relativement mal finalement à ce système. Hein. Quand on regarde les premiers codex de l'édition, je pense que tout le monde est assez d'accord pour dire que c'était assez moisi. Hein. Quand vous regardez le codex To, qui est pas terrible, le codex Custo, qui est pas terrible, le codex Admec, qui était pas terrible, le codex Necron, ça allait, même si effectivement il y avait aussi des choses qui demandaient de sauter à travers 3 cerceaux enflammés pour avoir un micro-bonus. Tous ces codex-là, quand ils sont sortis, ils étaient vraiment, voilà, c'était restreint, c'était limité, il n'y avait pas beaucoup d'options, et les gens trouvaient pas ça très fun. Donc quand ils ont remis un peu de saveur, un peu des détachements plus fun, des règles un petit peu plus rigolotes, un petit peu plus aléatoires, un petit peu plus puissantes, petit à petit ça a augmenté un peu le niveau de puissance, mais ça restait globalement dans une enveloppe convenable. Et puis à un moment, on a vu une bascule quand même, avec certains codex. On a eu le codex Death Guard, qui clairement était au-dessus du reste, hein, ça je pense que tout le monde l'avait vu quand c'est sorti, il y avait juste trop de points sur la table. C'était un problème de coup en points, mais c'était aussi un problème de règles. Hein. La frappe en profondeur à 6 avec charge des Death Shroud, ça reste un truc qui est, entre guillemets, non interactif par l'adversaire et pas très fun. On a vu la même chose avec les Eldar, avec un détachement Inari qui était complètement pété, et puis quelques empilements de règles qui faisaient que c'était pas très amusant à affronter parce que vous pouviez rien faire pour vous en prémunir. Hein, le pack de Dragon de Feu avec Fuegan dans un serpent qui sort, qui te shoot, qui te tue et qui re-rentre derrière, gratos, règles d'armée, même pas besoin de dépenser un PC la plupart du temps. Bon, c'était un petit peu compliqué. Ce genre de choses. On a vu aussi les chevaliers impériaux, chevaliers du chaos, qui ont eu des buffs de stats avec des coups en points qui n'avaient du coup plus aucun sens par rapport à ce qu'était la résistance de cette figurine sur table ou sa capacité de dégâts. Bon, tout ça a été corrigé, hein, on peut pas enlever ça à Games Workshop, ils ont fini par corriger tous ces trucs-là, ça a pris plus ou moins de temps, la Death Guard, ça leur a pris un bon 3 mois pour commencer à les remettre dans le rang, tout ce qui était Chevaliers Impériaux, c'est allé assez vite, tout ce qui était Eldar, ils ont attendu les 3 mois après la sortie du codex, et puis ils ont quand même mis un coup de dent, et ils ont remis des coups de dent petit à petit, parfois même des fois un peu trop, hein. Globalement, ils sont assez réactifs quand même sur le problème. On a vu la même chose avec les Victrix, hein, qui, quand ils sont sortis, coûtaient beaucoup trop peu cher par rapport au nombre de PV et au potentiel de dégâts. Il y a deux camps sur les Victrix, ceux qui pensent que ça se gère ultra facilement, et ceux qui les ont affrontés et qui se rendent compte que c'est pas si facile quand c'est bien joué, parce que ça a un mouvement réactif, ça a un mouvement d'élan, ça se marie très bien avec les avancées-charges, avec les choses comme ça rentre très bien dans un transport. Donc il y a plein de choses qui font que c'est quand même pas si facile à gérer que ça. C'est sûr que si vous les voyez sur la table, vous pouvez les tuer, mais en général, vous avez du mal à les attraper avant qu'ils viennent vous chercher vous. Bref, ils ont corrigé ça rapidement aussi, les Victrix sont maintenant à 3 PV, les coups en points ont été rééquilibrés pour que ça soit moins pourri, là maintenant je pense pas que ça soit une unité qui soit vraiment toxique. Maintenant on voit Titus qui, en soi, contre des joueurs compétitifs, sera pas forcément une plaie sur la table, parce que vous avez bien compris qu'il faut pas le charger et le tuer à la charge, parce que sinon il vous tue une figurine, et du coup il ressuscite, il faut le tuer au tir, ou il faut le tuer avec des blessures mortelles, ou un truc comme ça, et puis c'est réglé. Donc si vous êtes, entre guillemets, joueur convenable, correct et expérimenté, vous comprenez. Maintenant, il y a plein de parties entre potes, où vous jouez avec un mec qui sort son armée une fois tous les 2 mois, et qui lui, va pas avoir ce réflexe-là, va pas avoir cette réflexion-là, il a pas tout suivi, et donc il va se faire terroriser et traumatiser par un Titus sur table. On a maintenant tout ce qui est Necron, hein, le Necrozor Amentar à 165 points pour les règles qu'il a, le truc a quasiment le profil d'un Primarque et il coûte la moitié des points. Bon, on est sur des choses qui sont des fois un peu compliquées, les Ctans qui clairement sont sous-costés par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, leur mouvement, la frappe en profondeur et les mécaniques de jeu. On voit quand même qu'il y a une évolution du jeu dans une direction de tout augmente en termes de force, tout augmente en termes de puissance, tout tape mieux. Là où on était limité avant à des PA-1 ou PA-2, on est facilement sur du -3. Là où on était dégâts 2, on est facilement sur du dégâts 3. Là où on avait 5 attaques, on est maintenant facilement sur du 8 attaques. Là où on avait un nombre de PV relativement maîtrisé, maintenant on arrive assez facilement sur des 14, 16, 20 PV sur les grosses pièces. Et en général, Games Workshop ne les équilibre pas correctement à la sortie, ça c'est sûr, les dernières sorties n'étaient pas vraiment équilibrées, il y avait des trucs vraiment teubés dedans. Maintenant, comme j'ai dit, Games Workshop revient assez vite dessus, donc c'est pas vraiment un problème sur le long terme. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce power creep maintenant de fin d'édition?
Est-ce que c'est parce que Games Workshop se dit de toute façon les gens sur cette fin d'édition veulent du fun, il y a des gens qui vont être un peu attentistes pour acheter des choses pour leurs armées parce qu'ils savent qu'une nouvelle édition arrive, donc on va pas se précipiter sur des kits qui peuvent être peut-être un petit peu vieux, ou des kits qui potentiellement sont forts maintenant mais le seront plus dans 3 mois. Ça, c'est jamais le bon plan, hein. Acheter le truc, acheter 3 fois Civic Tricks quand ça sort, en se disant de toute façon c'est pété, c'est trop bien, le temps que vous les ayez assemblés et peints, pour la plupart des gens, ils ont déjà été nerfés 3 fois. Hein. Donc c'est jamais le bon plan de se jeter sur le truc qui est pété du moment, parce qu'il reste pas pété très longtemps. Maintenant, est-ce que c'est parce que Games Workshop veut vendre ses nouvelles figurines, donc il leur donne des règles horribles, et puis un mois après ils disent bah en fait maintenant voilà ça coûte le coup en point que ça devrait coûter, ou la règle elle est moins forte, ou le profil il est nerfé, et dans ce cas-là, bah, si vous aviez acheté pour la puissance, vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau, ce qui est jamais très agréable non plus. Est-ce que c'est parce qu'ils se disent juste je veux libérer le fun sur cette fin d'édition, je veux qu'il y ait des trucs forts, des trucs rigolos, que les gens prennent du plaisir sur la table, parce que il faut le dire, quand vous avez une unité qui est forte et qui est on va dire no brain, hein, une unité où vous n'avez pas besoin de beaucoup réfléchir pour l'utiliser, vous n'avez pas besoin d'enchaîner 10 combos, bah il y a plein de gens qui aiment bien ça aussi, hein. On n'est pas tous à jouer 18 parties par semaine, où on fait du théorie crafting toutes les 3 secondes, ou quand on va aux toilettes, le seul truc qu'on ouvre c'est la création de listes, et puis on s'amuse à faire des listes. Tout le monde n'est pas comme ça, il y a des gens pour qui le hobby c'est une partie par mois, une partie tous les mois et demi, et où suivre toutes ces mises à jour et tout, c'est pas très fun. Ce qu'on veut, c'est un truc clé en main. Je veux mon unité qui a de la gueule sur la table, qui tape fort, qui tank bien, et j'ai pas envie de me poser 60 000 questions. J'ai mon détachement favori, mon armée elle est construite pour ce détachement, et je joue ça. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Et donc pour eux, ces sorties-là, et bah c'est fun. Quand vous êtes joueur Necron, quand on vous donne un nouveau profil d'Octane qui est super fort, qui est cool et qui coûte pas trop cher en points, vous dites bah c'est trop cool, je peux le remettre sur la table, et à la prochaine partie, je vais le sortir, je vais me marrer avec mon gros Octane, il va tout défoncer, ça va être fun. Et vous pouvez très bien vous amuser, il faut bien voir que la problématique de power creep, en amical, en théorie, elle doit pas exister, parce que tout le monde se rend bien compte que ce qu'il a sur la table est assez fort. Vous prévenez votre pote, vous lui dites bah je vais jouer le détachement Octane, je vais en avoir 5 sur la table, plus le Nécrosor et un pack de guerriers Nécron, je sais pas si ça rentre en point, mais imaginons que ça rentre, bah votre pote il est prévenu, il amène du canon laser, des trucs qui font des BM, des machins, pour qu'il ait un minimum de répondants, ou au contraire il se dit bah tu sais quoi, on va se faire une partie fun où tu vas annihiler des hordes de gardes imp, je te fais une armée piéton, et on va voir si t'arrives à tout tuer ou pas. Mais au moins vous êtes prévenus. Là où ça peut poser problème, c'est sur les parties plus compétitives, où là, bah, on sait que on va se bouffer une méta Ctan, où va y avoir des Ctan dans quasiment toutes les listes Necron, au moins un, peut-être deux, qui vont un peu terroriser tout le monde, parce que bah, si vous étiez pas équipé pour, bah, vous pouvez pas jouer. Et donc, vous allez vous équiper pour, et donc ça a plein d'effets de bord sur des gens qui jouent des Primarques démons, qui ont le même profil que les Ctan, mais en moins costaud, donc ils vont voler de la table, donc vous les sortirez plus. Ça va avoir plein d'impact sur les chevaliers, parce que si vous êtes capable de tuer un Ctan en Feel No Pain à 5, 16 PV, en du 11, moins 1 dégât et un Vuln à 4, vous êtes capable de tuer un chevalier sur une activation, et donc bah, les chevaliers vont être terrorisés hors de la table sur tout ce qui est méta compétitif. Bref, le power creep, c'est un peu ça le problème. C'est pas un problème d'amical, parce que si vous mettez d'accord avec vos adversaires, vous vous amusez et c'est pas grave. Par contre, sur du truc plus compétitif ou au moins jeu égal, eh bien ça biaise souvent une méta, ça biaise la manière de jouer, et ça veut dire qu'il y a plein d'unités qu'on aimait bien sortir, qui étaient variées, qui étaient cool, qu'on ressort plus en fait. Hein. Moi je vois par exemple en Emperor's Shield Run, bah, mes princes démons ailés qui ont réduction des dégâts de 1, mais qui sont que en du 9 et 10 PV, avec une invulne à 4, et bah maintenant on les met sur la table, quand ils ont une empreinte au sol qui est presque aussi grosse que le Nightbringer, parce que les ailes dépassent de tous les côtés, et bah je sais qu'ils vont crever en 3 secondes, et que donc leur moins 1 dégâts sert quasiment plus à rien, parce que les gens se sont équipés pour tuer du Ctan, donc le prince démon, quand tu le vois sur la table, il va voler. Quand je me dis, bah tiens, moi j'aimais bien sortir mon petit Lucius, qui est agent solitaire, qui a 8 attaques, qui a 6 attaques en 8, moins 3, 3, qui tape en premier, qui a des petits bonus cool, bah en fait, chez les Nécrons, vous avez la même chose, qui bouge mieux, qui tank mieux, qui tape plus fort, le seul truc qu'il a pas, c'est combat en premier, mais qui booste toute l'armée, et il coûte que 15 points de plus. Bon bah voilà, du coup je me dis, c'est pas très amusant parce que quelqu'un qui s'est équipé pour tuer le Nécrosor et essayer d'aller chercher d'aller chercher des agents solitaires, bah mon Lucius maintenant il sert plus à rien sur la table, il va se faire one shot sans aucun problème. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont parfois un peu frustrants, parce que voilà, ça biaise la manière de jouer, pour affronter un truc qui est complètement fort et qu'on sait qu'on verra partout. Ça sera corrigé avec les coups en points, ça reviendra en arrière, mais pendant quelques mois, on sait qu'on va se bouffer un truc qui va pas être très rigolo sur la table finalement. Et quand vous comparez ce qui est sorti pour les Nécrons à par exemple l'unité Sœur de Bataille, qui
est sympatoche, hein, c'est une unité avec du anti-psyker, qui peut probablement one-shot Magnus ou un psyker sans trop se poser de questions, c'est rigolo, mais c'est pas du tout le même niveau de puissance pour le coup en points. Quand vous comparez ça au gardien d'Ultramar à 90 points pour 20 PV avec des bonnes saves, une belle interaction de règles, un serment de l'instant, un potentiel de dégâts pas ridicule, quelques buffs pour l'armée, bon bah vous vous dites qu'est-ce qui se passe? Et donc ma question c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Est-ce que Games Workshop ne teste plus ces sorties-là, ou les teste beaucoup moins? Est-ce que c'est des armées qui sont jouées par certains des gens qui dirigent le studio qui écrit les règles, et où ils se disent, bah moi je veux que mon armée elle soit forte, donc on y va, on leur met des règles de taré? Est-ce que c'est pour inciter les gens à acheter des figurines, ou est-ce que c'est juste que ils ont envie de faire du fun, ils sortent des coups en point et des trucs pas méga opti, pas méga testés, et puis ils attendent de voir ce que les gens en disent, et ils corrigent après, puisque ça on peut pas leur enlever, ils corrigent toujours. En soi, bon, voilà, ça a toujours existé, hein, le power creep, c'est pas un truc nouveau. Je trouve que dans cette édition, on est quand même moins là-dedans que dans d'autres, qui avaient chaque codex qui surpassait les précédents de 2 niveaux. Là, on est quand même moins là-dedans. On a quelques trucs un peu trop forts, qui sont corrigés assez vite, en général, et qui restent pas dans le jeu pendant 6 ans, et qui du coup font que les parties restent agréables. Bref, c'est tout ce que j'avais à en dire. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu de toute façon du power creep toute l'édition? C'est pas mon impression, mais peut-être que vous l'avez vécu comme ça en fonction de ce que vous affrontez. Et puis vous me direz aussi en commentaire, est-ce que vous pensez que ce qui est sorti sera corrigé rapidement? Est-ce que vous pensez que ça a besoin d'être corrigé? Voilà, on en discute comme d'hab dans les commentaires. On va finir maintenant cette vidéo avec ce que j'ai peint. Alors j'ai pas été extrêmement productif cette semaine, je n'ai peint que 3 figurines. Ce sont des chevaucheurs de sangliers pour mes Zoruk d'Age of Sigmar, donc ce sont des, je crois que c'est les Gorgrunta, un truc comme ça. Donc c'est juste des orques avec des lances sur le dos de gros sangliers. J'ai toujours un problème à peindre ces figurines parce que concrètement, vous êtes sur une figurine de la taille d'un bon gros perso, donc vous êtes presque sur un truc sur lequel vous voulez passer vraiment du temps. Le problème c'est que vous en avez 3, des fois 6 à faire, et c'est les figurines que moi personnellement j'aime le moins peindre. Vous me donnez un gros monstre sur lequel je peux me concentrer pendant une semaine, je suis content. Vous me donnez une unité de 10 figurines sur laquelle je peux répliquer un schéma de couleur, je suis content. Par contre, quand j'ai 3 grosses pièces sur lesquelles je peux répliquer le schéma de couleur, mais en fait chaque couleur prend 4 plombs parce qu'il y a 12 000 petits éléments partout sur chaque figurine et elles sont vraiment mastoc, ben là j'ai plus de mal à me motiver, à me mettre dedans. Je trouve que les figurines sont superbes, moi j'adore les figurines des Zoruk Age of Sigmar, ils ont vraiment des sacrées gueules, des belles armures, j'aime beaucoup le schéma de couleur de base, jaune, doré, un peu solaire là, qui est très beau. Je suis très content du résultat de mes petits sangliers, j'avais un peu peur sur tout ce qui était les soies, le pelage, et la différence avec la peau qui a pas de poils dessus. Au final, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Il y a des petites retouches à faire encore à droite à gauche, il y a des endroits où j'ai dépassé qui sont pas foufou, quelques endroits où le jaune, il y a eu un peu de marron avant à la base, donc la contraste a pas bien pris, donc il faudrait que je repasse encore un petit peu. Mais globalement, je trouve que le résultat final est très très cool, et du coup maintenant je suis prêt à peindre les plus gros cochons, parce que oui, il y en a des encore plus gros qui sont super classe, qui sont je crois les Mo-Grunta, hein, les gueules qui grognent, je crois que ça s'appelle, et donc là vous avez 3 orques attachés sur un énorme sanglier, et ça va être vraiment funky à faire aussi. Bref, ça va conclure cette vidéo, hein. On n'a pas tant que ça d'actu là actuellement, à part la campagne des 500 mondes de la semaine dernière, mais là maintenant on est, je pense, sur une phase d'attente des prochaines phases de cette campagne, donc voilà, on va peut-être avoir une actu un petit peu plus lente, même si cette semaine reveal le 16, donc évidemment vous aurez une vidéo là-dessus au moment où ça sort. Bref, je m'arrête là, vous savez comment soutenir la chaîne, vous avez d'abord tous les boutons YouTube, vous cliquez dessus, ça aide toujours la chaîne à grandir, vous avez la page Tipeee, vous avez tous les tipeurs à l'écran, merci à eux de nous soutenir, ça va nous aider à avoir de meilleurs micros pour moins entendre les respirations pendant les rapports de bataille, pendant ce genre de choses. Ça va nous aider à avoir peut-être de meilleures caméras ou un meilleur éclairage, ce genre de trucs. Donc n'hésitez pas à contribuer à cet endroit-là, le lien est dans la description. Et si vous préférez soutenir la chaîne en faisant vos emplettes, vous avez comme toujours la page My Hobby Place. Le lien, comme d'hab, est dans la description. Tout ce que vous achetez est moins cher que sur le site de Games, quasiment tout. Et en plus, quand vous sélectionnez la chaîne, moi ça me reverse une petite commission qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!